Bonjour à toi, cher spectateur, qui accepte une mission malgré les risques encourus par toi et ton équipe, et bienvenue pour le 7e volet. Décidément, les sagas s'étirent, mais peut-être qu'elles ne sont pas toutes mauvaises, puisque nous allons parler donc de la saga Mission Impossible, avec donc son 7e volet divisé en deux parties, qui se nomme Dead Reckoning Part 1, ou Partie 1 pour les Français, réalisé par Christopher McQuarrie. L'histoire: dans la mer de Bering, un sous-marin, le Sébastopol, se retrouve à couler suite à un essai qui a mal tourné et une roquette qui a été détournée sur eux-mêmes. En parallèle, aux États-Unis, une organisation extra-gouvernementale dirigée par le ministre que l'on suppose être des Affaires étrangères, ou en tout cas de l'Intérieur, je ne sais pas, commence à réfléchir sur le moyen de récupérer une intelligence artificielle qui serait capable de prendre la main à peu près sur tout. Surtout, absolument tout le numérique. Et tout le monde. Et en parallèle, donc, l'agence IMF, Mission Impossible, Force, se retrouve à proposer à Ethan Hunt de retrouver une clé qui activerait potentiellement ou désactiverait cette IA. Et vous vous doutez bien que Ethan Hunt refuse rarement des missions, sinon ça serait quand même un peu paradoxal et ça serait très court, les films Mission Impossible. Donc il accepte et il va réunir sa petite équipe comme d'habitude pour essayer de retrouver les deux parties de cette clé. Et pour en parler avec moi, j'étais frustré parce qu'on devait faire Indiana Jones ensemble. Oui, moi aussi, j'étais frustré. Voilà, et donc je me suis dit, il faut que je lui trouve un autre truc. Il faut que je lui trouve une autre saga avec un nouveau volet qui peut potentiellement être intéressant. Et je me suis dit, Tom Cruise et Mission Impossible. Indiana Jones, Mission Impossible, c'est presque pareil, quoi. Oui, c'est presque pareil. Il y a juste un peu plus de gadgets dans l'un que dans l'autre. C'est ça. Mais il y a moins de fantastique dans l'un que dans l'autre. Bien sûr, ok. Comment vas-tu, Pierre? Très bien, et toi? Écoute, honnêtement, on va dire que on a tellement de sagas aujourd'hui qui se bataillent à Hollywood, qu'il y en a certaines qu'on est content de retrouver au cinéma, et sur lesquelles on n'a pas vraiment de crainte. Et je dois avouer que Mission Impossible fait partie de ces sagas où on a de moins en moins de crainte, parce que dès le début, en fait, il y a eu des remises en question. Le premier Mission Impossible de Brian De Palma a toujours été beaucoup questionné, mais avec le temps, il devient de plus en plus comme un magnifique thriller et un brillant exercice de style Hitchcockien pour Brian De Palma. Complètement. Le deuxième de John Woo a tout de suite mis carte sur table en disant Mission Impossible, on en fait ce qu'on veut, donc si ça vous plaît pas, démerdez-vous, et si vous acceptez pas qu'il y ait deux motos qui se bastonnent avec des colombes qui volent derrière, tant pis. Le 3 a été une jolie réinvention de la part de J.J. Abrams qui s'est permis de prendre la main sur le côté Mystery Box et jouer justement avec la tension. Et puis après, à partir du 4, il y a clairement une nouvelle patte qui s'est mise en place, fortement dominée par Tom Cruise et son envie d'emmener le divertissement dans une autre direction. Ouais. Et ensuite qui a été perduré par Christopher McQuarrie quand il a repris la main sur Rogue Nation, sur Fallout, et donc maintenant sur Dead Reckoning Part 1, et potentiellement la partie 2 qui arrivera, je crois, l'année prochaine. 2024 normalement. Ouais, c'est ça. À la base, ça devait être quasi en décembre, je crois, qu'il devait le sortir, et finalement ça a été décalé. En même temps, vu le nombre de blockbusters qui va sortir en décembre, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Donc voilà, donc on sait très bien que lorsqu'on va avoir un Mission Impossible, on va avoir du divertissement. On sait en plus, depuis le Covid, que Tom Cruise met un point d'orgue à ce que ce divertissement soit particulièrement divertissant et soit particulièrement généreux avec le spectateur. Top Gun Maverick en a été une première démonstration, mais clairement, ce nouveau Mission Impossible s'avère être une confirmation sur le papier, avec notamment toute cette campagne de com autour du saut de Tom Cruise en wingsuit et en parachute du haut d'une falaise qui est réelle, et qui arrive à la fin du film, ce qui est encore plus paradoxal. Mais donc voilà, contexte placé, mon cher Pierre-Emmanuel, je me tourne vers toi. Qu'as-tu pensé de ce 7e volet de la saga Mission Impossible? Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Voilà, tout simplement. Donc, alors on connaît le cahier des charges de production de Mission Impossible, mais comme tu l'as dit en introduction, on sait que c'est souvent gage de qualité, puisque Tom Cruise tient à mettre les ingrédients nécessaires. Alors on sait qu'on va avoir beaucoup d'action, qu'on va avoir beaucoup de rebondissements, donc beaucoup de divertissement aussi, mais c'est toujours très bien conçu. Je trouve qu'il y avait aussi beaucoup d'humour, encore plus d'humour dans ce nouvel opus. Tout à fait. Et ça, c'était pas pour me déplaire. Surtout que l'humour est toujours bien amené. Il est toujours bien dans les scènes. Donc moi, ça m'a beaucoup plu aussi. Et vraiment, non, je trouve qu'on passe 2h40 qui dure, on a l'impression que ça dure 1 heure, et on voit pas le temps passer, et c'est vraiment un très bon divertissement. Et on ressort de la salle, en fait, très satisfait d'avoir vu un très bon film. Le cinéma, c'est ça aussi, c'est de passer des moments comme ça où simplement c'est agréable de regarder ce genre de film. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je suis à chaque fois ébloui par la maîtrise avec laquelle McQuarrie et Tom Cruise arrivent à emmener leur divertissement dans la meilleure direction possible. Certes, Top Gun Maverick
Bon, il y a beaucoup de gens qui adulent vraiment Top Gun Maverick et qui considèrent que c'est vraiment un immense divertissement. J'ai toujours trouvé que ça avait les clichés de Top Gun, mais que c'était vraiment bien exécuté et que c'était très beau visuellement. Après, c'est très cliché. Et Ouais, la petite différence, c'est que les Missions Impossibles, finalement, restent très modernes dans leur manière d'aborder finalement le contexte socio-politique, on peut le dire. Et en même temps, on reste sur cette idée de un divertissement. Il faut que ça soit divertissant. Il faut qu'il n'y ait pas un moment de répit pour le spectateur. oui, c'est le principe. Hein. C'est vrai complètement que, le principe. Mais tu vois, pas. mais tu On vois de respire plus en pas plus de pendant, films qui durent 2h40, 3h, et où à certains moments tu te dis, il n'y a plus grand chose à raconter. Et tu sens que le film il commence à avoir du mal à faire en sorte que la dramaturgie elle continue, elle avance, elle progresse. Et c'est là en fait que tu vois les limites de ce type de film. C'est bien d'amener un contexte, c'est bien d'amener une structure, c'est bien d'amener de la longueur, mais il faut que cette longueur soit justifiée. Tu l'as dit, ici c'est complètement justifié. Tu ne perds pas ton temps, ça dure 2h40, tu as la sensation que ça ne s'arrête jamais, que quand ça doit s'arrêter, c'est pour placer une information qui sera nécessaire ensuite à la compréhension du récit, et tu continues, tu progresses, tu progresses, et tu ne t'arrêtes pas. Et c'est très bien rythmé, c'est vraiment très bien rythmé. Donc ça c'est aussi, c'est pas si facile que ça en fait, hein. Maîtriser le rythme dans un film. Et là on voit justement cette maîtrise quand même de Tom Cruise en tant que producteur. Alors, il n'est pas réalisateur, mais c'est vrai qu'avec Macquarie, il y a vraiment une. Il y a une alchimie. Il y a une alchimie. Ils bossent ensemble sur tous leurs projets. Je crois que Macquarie a réécrit une partie du scénario de Top Gun Maverick. C'est dire à quel point il est vraiment greffé partout. Hein. Non, mais en tout cas, ça marche très bien. On voit que ce duo-là fonctionne très bien. Et on voit, oui, comme tu disais en intro, l'importance que Tom Cruise pose en termes, je pense, en tant que producteur, sur vraiment cette saga, pour en faire vraiment un produit de qualité. Et ça paye. Ça paye vraiment. Ah, ça paye. Ah, c'est un truc de ouf. Enfin, moi, je suis ressorti, tu vois, comme toi, je me suis dit, ça a vraiment duré 2h40. Parce que tu ne sens pas les longueurs. Il y a plein de films dernièrement où je me suis posé la question de pourquoi ça dure autant de temps. Pourquoi ils font en sorte que le film dure 2h30, 2h40. Même Indiana Jones, tu vois, par exemple, qui durait 2h34, au bout d'un moment, tu finis par te demander, est-ce que c'est vraiment utile que ça dure 2h34 ? Ouais, surtout que justement, dans Indiana Jones, le rythme est pas si bien maîtrisé que ça. Ben non. Mais justement, la petite anecdote rigolote, c'est que on est dans la salle tous les deux et tu me dis, ah, au fait, le film avait commencé. Et Valentin me glisse doucement à l'oreille, ah, au fait, le film dure 2h40. Donc bon, je me dis pourquoi pas, et je te réponds, ce sera toujours mieux que Beau is Afraid. Voilà, hein, où effectivement, là aussi, voilà. Et là, franchement, moi déjà au bout d'1h30, je me disais, bon, il faut que je quitte cette salle, mais je vais pas le faire. Par conscience. Eu égard à Valentin, et voilà, et par conscience photographique. Mais là, je savais que bon, là, ce serait pas un traquenard, et que, a priori, tout allait bien se passer. Donc là, effectivement, les 2h40 passent vite. Et comme tu l'as dit, alors on se répète, mais passe vite, avec un rythme vraiment excellent, très très bien maîtrisé, et franchement, vous n'allez pas vous ennuyer du tout, et vous n'allez pas voir le temps passer. Ah, ça c'est clair. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Bien sûr. Donc, toujours basé sur la série de Bruce Geller, et développé par Christopher McQuarrie, qui est cette fois venu demander un petit peu d'aide à Eric Jedredsen, qui n'a rien à son actif d'intéressant. J'ai vérifié, c'est hallucinant, mais ce mec n'a fait que des daubes dans sa carrière. Sauf là, voilà. Mais sinon, je te jure, va voir sa filmo, c'est impressionnant. Il a fait que des trucs un peu foireux ou bateaux. Il a vaguement bossé sur Band of Brothers, où il a fait 1 ou 2 épisodes qui sont pas trop mal. Mais sinon, il est considéré comme un auteur un peu médiocre. Je vois pas où est la médiocrité dans ce film, clairement. Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, mais c'est assez saisissant. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de médiocrité dans ce film. Ben non, c'est assez saisissant de voir à quel point... Bon, plaçons tout de suite un point, c'est du Mission Impossible. Donc ne vous étonnez pas si les ficelles sont parfois grosses, si les retournements de situation sont parfois un peu téléphonés, voilà. Mais on sait qu'en allant voir Mission Impossible, on va avoir un type de divertissement qui, entre guillemets, fait un petit peu écho à tout ce qu'on aime dans le cinéma d'action américain, on va dire, des années fin 90, début 2000. C'est-à-dire un petit peu de complot, un petit peu de jeu avec des différentes agences extra-gouvernementales qui vont se manipuler les unes les autres, des personnages secondaires qui vont un peu popper de nulle part, qui vont reprendre la situation en main et qui ensuite vont refaire progresser le récit. Si on peut amener dans la foulée un personnage qui, moi personnellement, je fais encore le lien avec Indiana Jones, mais beaucoup rappeler ça, un personnage du type Elena, mais qui s'appelle Grace, qui manipule le personnage, puis en fait est dans son camp, puis le remanipule, pourquoi pas. C'est le principe même des Missions Impossibles, d'avoir des agents qui sont finalement des contre-agents, qui sont finalement... Ouais, c'est le principe, d'ailleurs c'est ce qu'ils mettent aussi physiquement en avant dans Mission Impossible, des masques. Parce que c'est ça, Mission Impossible, c'est beaucoup les masques pour se déguiser, pour faire croire que... pour usurper l'identité, et c'est de la manipulation. Et en fait, il y a aussi ce jeu de masques, mais sans masque, où justement les personnages se manipulent les uns les autres, font croire aux autres ce qu'ils ne sont pas. Voilà, c'est du Mission Impossible. Ouais.
Et encore une fois, ça fonctionne hyper bien. Et ce que j'aime bien, encore une fois, c'est que depuis le 4, on a une vraie alchimie de groupe en fait qui s'est créée. Oui. Que ce soit avec Luther, que ce soit avec Benji, que ce soit du coup depuis dernièrement, depuis le 5 avec Ilsa Faust, que ce soit ici avec Grace qui se rajoute au groupe. Il y a vraiment ce jeu d'avoir un petit groupe de personnages et de les voir progresser en fait ensemble. De plus avoir, bon, certes, ça reste quand même une prod Tom Cruise, donc vous allez voir surtout Ethan Hunt. Mais j'aime bien cette idée que on est un groupe qui gravite autour d'Ethan et que chacun apporte sa petite patte. Et justement, moi je trouve que, alors forcément, oui, c'est centre autour de Tom Cruise, mais je trouve que malgré tout, les personnages annexes autour de Tom Cruise ont vraiment leur part à l'écran, ont vraiment, et surtout amènent toujours des choses très importantes. Et donc c'est pas vraiment auto-centré sur Tom Cruise. Je trouve que tous les autres, heureusement, mais c'est là où c'est intelligent aussi. C'est que les autres personnages ont vraiment ont une place réelle dans le scénario. Et que ce soit donc dans l'importance de l'histoire, mais aussi le côté décalé avec l'humour, tout le monde a le droit à son petit passage aussi de gloire et de rigolade, et ça c'est très bien. Ça c'est vraiment très bien pensé aussi. Et puis au-delà de ça, on a un petit peu évoqué ça en dehors, mais la structure dramatique globale du récit est quand même extrêmement bien faite. Parce que Dieu sait que rythmer action, tension, ça peut vite devenir un jeu un peu dangereux où les scènes de tension deviennent un petit peu trop explicatives et n'amènent pas plus que ça d'énergie en fait à l'ensemble. Et là, c'est pas le cas, et moi c'est ce que j'ai vraiment envie de saluer dans l'écriture de McQuarrie et Jed Redson, c'est qu'il y a vraiment cette optique de... On commence avec une grosse scène, un petit peu de tension, puis ensuite on amène une explication, puis ensuite d'un seul coup on bascule direct dans l'action, puis on repart sur un petit peu d'explication, puis ensuite il y a des scènes mais absolument immenses de course-poursuite, notamment dans Rome, où je trouve que c'est d'une maîtrise absolument totale dans cette structure qui pourrait sembler très hasardeuse, mais qui est vraiment parfaitement cohérente par rapport à ce qu'on doit comprendre et ce qu'on doit juste apprécier en tant que divertissement. Et moi, ça m'impressionne en fait de voir des auteurs qui sont capables encore aujourd'hui de concevoir des structures dramatiques qui à une époque étaient logiques. Je pense forcément aux années 90 parce qu'il y avait beaucoup de films qui abordaient cette structure-là, et qu'on a de plus en plus tendance à oublier aujourd'hui parce qu'il faudrait tellement plus de contexte que de divertissement dans certains films, qu'on en oublie que être généreux aussi avec le spectateur, c'est avant tout ça, le cinéma. Et surtout le cinéma de divertissement, qui se doit avant tout d'amener au spectateur ce qu'il a envie de voir. C'est-à-dire quelque chose qui l'amuse, qui l'éclate. Moi, c'est un de ces rares films où, vers la fin, sans spoiler, j'avais les mains moites. Et j'avais vraiment les mains moites. Et ça m'est pas arrivé depuis très longtemps dans un film d'action de me dire... Putain, je suis à fond dedans là, je suis tout crasseux là, qu'est-ce qui se passe là? Ah bah de toute façon, on est plongé dans le film. C'est clair que, là, pas de surprise, hein, quand vous allez voir le film, vous serez dans le film, et vous n'en ressortez qu'au bout de 2h40, et ouais, pour un peu que vous adhériez vraiment à l'histoire, après vous vivez les émotions pleinement avec Tom Cruise et ses amis. Complètement. Et oui. Je te propose qu'on spoil un petit peu, histoire quand même d'évoquer certains points de l'écriture. Le petit avis code est juste ici. Tes risques et périls. Parce qu'on n'a pas trop évoqué en fait un personnage qui est central dans cette écriture et qui amène, on va dire, de la profondeur à tout ça, c'est Gabriel. Gabriel qui est donc un personnage qui arrive réellement au bout de un bon tiers, voire 2 tiers du film, qu'on commence réellement à découvrir, et qui a un lien donc avec le passé de Tom Cruise. Qu'on ignore un peu pour le moment, mais qui je pense sera beaucoup plus étoffé dans la deuxième partie, parce que là c'est un truc qui n'a rien à voir avec les épisodes précédents. C'est d'ailleurs l'une des grandes prouesses de ce Mission Impossible, c'est d'être vraiment un épisode à part. Et je me suis posé la question. Il n'y a pas de lien avec les précédents. Il n'y a pas un lien avec le tout premier? Non, j'ai vérifié, il n'y a vraiment aucun lien. Dans les décors et tout, je me disais... Mais... On pourrait se dire, mais je n'ai pas reconnu ce personnage, et j'ai recherché ce personnage que l'on voit dans cette scène qui se fait assassiner donc par Gabriel, n'a aucun lien visiblement avec ce qu'il y a eu dans le premier film. Donc, pour le coup, c'est ce qui est très intéressant, je trouve aussi, qu'on n'a pas trop évoqué, c'est que c'est un film tout seul. C'est-à-dire que la partie 1 et la partie 2, vous pouvez ne pas avoir vu les précédentes Missions Impossibles, vous allez tout comprendre. Vous allez peut-être juste vous demander comment ils se sont rencontrés avec Luther, comment ils se sont rencontrés avec Benji, comment ils se sont rencontrés avec Ilsa, mais même ça, c'est recontextualisé juste comme il faut pour faire en sorte que l'on comprenne ce qui se passe. Et je trouve ça très très bien fait aussi. Et puis après, il y a cette fameuse IA qui est évoquée. Voilà, qu'on a évoqué en intro, qui... Donc là aussi, tu vois, dans l'écriture, dénonciation, tu vois, on en parlait quand on avait fait Les Gardiens de la Galaxie, en disant qu'il y avait aussi une volonté de dénoncer des phénomènes de société. Donc la souffrance animale, on avait évoqué les gens qui se prennent pour des démiurges, qui veulent recréer la vie ou changer les choses, bref, qui se prennent pour Dieu. Là, on a effectivement la critique de la technologie avec les intelligences artificielles, qui prennent de plus en plus de place. C'est des sujets aujourd'hui vraiment de société, avec les dangers dont certains scientifiques
voilà, ne nonces. cesse de nous rappeler à quel point les dérives peuvent t'amener vers quelque dangereuses. chose de non... Et être rapide, même si aujourd'hui on a l'impression que bon, c'est pas encore ça. Mais là dans le film justement on fait un peu un bond en avant en disant voilà les dangers de l'intelligence artificielle poussés du coup pas à l'extrême mais en tout cas à un niveau qui fait que l'homme ne peut plus maîtriser. Vers un niveau de tension qui est très intelligemment fait et qui montre encore une fois aussi de manière très concrète en fait les motivations que peuvent avoir certains personnages, comme par exemple Ethan Hunt dont l'objectif n'est pas de récupérer tout ça pour le rendre, mais au contraire de le désamorcer pour faire en sorte que ça ne puisse plus être retrouvé et que ça ne commette pas de dommages. Et les agences extra-gouvernementales dont IMF, dirigé par Kittredge à ce moment-là, qui veut absolument remettre la main sur la clé pour remettre la main sur cette intelligence et pour peut-être la dominer. Oui, en fait, c'est toujours la dualité, est-ce qu'on veut contrôler un pouvoir ou est-ce qu'on veut le détruire? Exactement. En fonction de ce qu'en fera l'homme ou le pouvoir lui-même. Exactement. En l'occurrence, l'intelligence artificielle qui est capable de penser par elle-même. De penser par elle-même, de manipuler des gens par elle-même, parce qu'il est bon de rappeler que Gabriel est un personnage qui, entre guillemets, est montré comme étant manipulé par cette intelligence. Et c'est très intéressant de voir en plus qu'on ne l'appelle pas intelligence, mais qu'on l'appelle entité. Oui. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'elle a développé une conscience, qu'elle est capable de manipuler, qu'elle est capable de penser, qu'elle est capable de concevoir un plan. Parce que visiblement, elle a l'air d'avoir un plan. C'est aussi la grande partie qui est un petit peu mystérieuse dans ce Dead Reckoning partie 1. C'est qu'on sent qu'il y a un plan. On sent qu'il doit se passer quelque chose par le biais de ce MacGuffin, cette clé qu'on doit retrouver. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et à la fin, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et c'est très bien fait d'ailleurs, parce que ça ne nous passe pas du tout par la tête, hormis lorsqu'on arrive à la fin. Oui. Où on se dit, mais c'est quoi son plan? On ne le sait pas. C'est ça. Et là où c'est bien fait, c'est qu'évidemment, on a envie d'aller voir la seconde partie quand elle sortira. Là pour moi c'est évident que dans quelques mois, quand le film sortira, la partie 2, je serai de ceux qui iront voir le film. Moi je serai de ceux qui iront voir les marathons avec la partie 1, puis la partie 2. Ah oui, alors formidable. Moi je serais fou furieux, moi je serais barré, mais j'irai voir. C'est parti pour 6 heures de film. Bah quasiment, ouais, parce que ça se trouve, la deuxième partie, elle va peut-être durer 3 heures, vu que là ça dure 2h40, ça va peut-être durer 3 heures. Soit c'est le paradoxe, ça dure 2h15 et on boucle le truc rapidement. Non, je pense qu'ils vont. Je pense qu'il y aura de la générosité. Je pense qu'il y aura de la générosité. Mais en tout cas, voilà, ça démontre encore une fois ce qu'on évoquait au début, c'est-à-dire que même si c'est des éléments de structure dramatique qu'on a l'habitude de voir, la manière avec laquelle ils sont construits, acheminés et développés, ça amène quelque chose qui semble beaucoup plus cohérent que simplement du divertissement. C'est, comme disait Pierre-Emmanuel, des réflexions sur des thématiques de société. C'est juste des personnages qui sont très très bien structurés et qui ont de l'ambiguïté au fur et à mesure qu'on avance. C'est ça qui rend le film bon, quoi, tout simplement. Tout simplement. En termes de mise en scène, Christopher McQuarrie, donc, qui revient pour la 3e fois à la mise en scène d'un Mission Impossible. Oui, c'est ça, si je ne me plante pas. Ouais, Rogue Nation. Protocole Fantôme. Non, pas Protocole Fantôme, c'était Brad Bird. Attends, c'est avant Protocole Fantôme, ouais, je suis perdu là. Le 4 c'est le Protocole Fantôme. C'est le 4. Le 5 c'est Rogue Nation, le 6 c'est Fallout et là c'est Dead Reckoning. D'accord, ok, ouais, donc il a réalisé sa 3e participation. Il a réalisé les 3 derniers. Mais c'est ça, je ne sais combien de collaboration avec Tom Cruise, puisqu'il collabore régulièrement avec Tom Cruise depuis le milieu des années 2010. Donc, encore une fois, il y a une maîtrise assez flagrante de la tension. Il y a quelque chose d'assez renversant. Moi, ce qui me marque en fait, c'est à quel point... Au-delà de l'ambition de Tom Cruise de vouloir faire des cascades, ça on l'évoquera plus dans la partie acteur, je trouve que juste en termes de gérer la tension et gérer le divertissement dans des cadres qui sont quand même très compliqués, qui sont souvent humainement et on va dire physiquement d'une complexité qui doit être abyssale en tant que réalisateur, de devoir gérer des acteurs dans un contexte où justement l'imprévu est constant, j'ai envie de dire chapeau à Christopher McQuarrie qui arrive vraiment à maîtriser ça, quoi. Ah bah on voit qu'il est tout en maîtrise et que maintenant c'est un sujet qui possède bien et puis on sent aussi, on a le sentiment comme qu'il y a du plaisir, que toute l'équipe a plaisir à faire le film, qu'il y a un esprit d'équipe que tu évoquais tout à l'heure et forcément c'est toujours beaucoup plus facile quand on a une équipe qui tend vers le même objectif avec la même envie, la même passion, quoi. C'est sûr. Ça se ressent. On sent qu'ils sont heureux de jouer ensemble, on sent qu'ils sont heureux de tourner les scènes ensemble, enfin on voit bien que l'alchimie est là, quoi. Il y a des choses qui se passent. Et puis on sent qu'il y a une envie de vouloir apporter du divertissement qui soit un petit peu différent, parce que, encore une fois, ça semble complètement anecdotique ce qu'on va dire, parce que c'est vraiment l'objectif des productions Tom Cruise depuis maintenant quelques années, mais il y a le fait que tout est réellement sur le plateau.
Les scènes d'action se font sur le plateau, les bastons, il n'y a aucun moment où c'est fond vert à l'extrême ou excès de CGI. Ah non, c'est du réel. C'est du réel pur et dur. Même les petits trucs qui peuvent sembler anecdotiques, genre les changements de masque ou les choses comme ça, on sent qu'il y a quand même un truc qui se passe, qu'il y a une crédibilité et qu'il y a une vraie générosité de production design qui joue justement avec les effets plateau plutôt que des effets numériques. Et moi, c'est ce que j'aime, tu vois. Enfin, par exemple, je pense à un plan qui peut sembler hyper anecdotique, mais c'est un enfilage de masque. À un moment, ils vont pas genre te faire 10 000 effets de CGI pour faire la transition entre machin ou de faire du morphing ou un truc comme ça. Ils vont juste se servir de ce qu'on fait à l'ancienne, c'est-à-dire un plan circulaire, on fait un effet de rideau et changement de masque. Voilà. Et ça peut sembler anecdotique comme truc, mais pour moi c'est vraiment ce côté un peu cinéma à l'ancienne. Genre on met les effets spéciaux là où il y a besoin d'en mettre, comme sur cette fameuse falaise où Tom Cruise va voler en moto et va décoller, qui n'est pas une falaise, qui est un tremplin à la base, mais qui là est transformé en falaise. On se sert des effets spéciaux là où on en a réellement besoin, plutôt que d'en faire des caisses et de rajouter des effets spéciaux là où il n'y a pas besoin de mettre des effets spéciaux. Mais c'est la grande prouesse, encore une fois, de McQuarrie, c'est de savoir exactement à quel moment il doit mettre la technologie au service de ce qu'il veut mettre à l'écran, et il doit la laisser s'estomper pour juste... s'éclater encore une fois, mettre des séquences de baston qui durent 300 ans, des courses-poursuites dans Rome, enfin, qu'on peut mettre en comparatif de manière assez anecdotique, mais parce que c'est le même décor, avec la scène de course-poursuite dans Fast and Furious 10. Ah, que je n'ai pas vu. Hein. Donc là, mais donc dans Fast and Furious 10, il y a exactement le même lieu qui est utilisé, et ici, mais ça fonctionne 10 fois mieux, et c'est beaucoup plus intense. On ne peut pas les mettre au même niveau, ce genre de film. Et un autre point, la comédie. Que tu as évoqué un petit peu. L'humour. L'humour est vraiment un point essentiel de la mise en scène, et j'irai pas jusqu'à dire que par moment Ethan Hunt est un Buster Keaton moderne, mais par moment il y a quand même des scènes qui sont vraiment du Buster Keaton, quoi. Ouais, non, mais vraiment ils ont beaucoup travaillé sur cet aspect-là, et vraiment c'est très efficace. Ça tombe toujours à point nommé. C'est jamais lourdingue ou c'est pas un truc qu'on voit arriver, et ça marche vraiment très bien. Et je trouve que ça rajoute à la qualité du film. C'est pas seulement de l'action, du divertissement et de la tension. L'humour apporte vraiment quelque chose en plus. Ah bah moi j'ai toujours en tête cette séquence que tu aurais évoquée où la voiture fait 3 tonneaux et où les deux personnages inversent de place. C'est tout simple comme effet, mais c'est le genre d'effet que faisait Buster Keaton lorsqu'il devait faire des petits trucs à gauche ou à droite, qui devait servir des effets plateaux. Enfin, c'est ça en fait qui fait la force de ce genre de film, c'est trouver l'équilibre entre faire rire, faire frissonner, éblouir, non, mais là, pour le coup, émerveiller, faire pleurer, même par certains instants. On n'en a pas trop parlé, mais il y a quand même pas mal d'émotions dans ce mission. Ouais, il y a de l'émotion. C'est pas non plus de l'émotion qui va vous faire arracher un hurlement ou des larmes à flot, mais il y a une certaine émotion qui se crée dans le film, et c'est plutôt bien fait, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Pour le coup, mission accomplie. C'est ce qu'elle veut dire. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien dit. Casting. Casting tout de même assez impressionnant. Génial. On va se garder Tom Cruise de côté, parce qu'on va avoir beaucoup de choses, je pense, à dire sur Tom Cruise. Nous avons donc, alors déjà, pour la petite équipe, nous avons Ving Rhames, Simon Pegg, ainsi que Rebecca Ferguson, qui jouent donc respectivement Luther, Benji et Ilsa. Les trois fonctionnent encore une fois extrêmement bien. Extrêmement bien. Ouais, non, je trouve que... moi, j'ai beaucoup d'attachement pour Simon Pegg, parce que j'ai grandi avec lui, j'ai grandi avec Shaun of the Dead, avec Hot Fuzz, etc. Je trouve qu'encore une fois, il démontre une énergie comique et en même temps un sérieux qui, je trouve, se ressent à l'écran. Mais tout comme le duo qui forme avec Ving Rhames. Ving Rhames est un acteur qu'on connaît surtout pour avoir joué dans Pulp Fiction, mais c'est un acteur qui, au-delà de ça, s'en sort extrêmement bien lorsqu'il s'agit d'amener un petit peu de drôlerie, d'amener un petit peu de tension. Enfin, Et puis le duo fonctionne bien, et même le trio avec Tom Cruise fonctionne bien. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir de la complicité de l'humour à 2, mais aussi à 3. Et même à 4, avec effectivement Ilsa, donc c'est assez, c'est très bien, ça rejoint ce qu'on disait. On sent qu'ils s'entendent vraiment à merveille, qu'ils ont plaisir à jouer ensemble, à faire les scènes ensemble, et que c'est très très fluide entre eux. Rebecca Ferguson dans le rôle de Ilsa est vraiment excellente, je la trouve. Ici, elle a un personnage qui a une évolution particulière que je ne vous révélerai pas, mais qui impacte énormément l'histoire et je trouve à beaucoup de justesse. Et Dieu sait que c'est pas toujours facile de jouer un personnage qui a ce genre de balance, on va dire, dramatique, mais elle, ici, elle s'en sort extrêmement bien, je trouve. Oui, et vous allez voir d'ailleurs, ce n'est pas une révélation, mais c'est intéressant sur justement le casting et la mise en scène, il y a beaucoup de jeux de regard dans ce film. Très rapide, mais pas des répliques, du coup, aucune réplique, mais juste tout se passe dans les yeux, dans les petits sourires, dans les hochements de tête, et ça c'est très intéressant aussi.
un exemple qu'on peut citer, Henry Crenzy qui joue Kittredge au tout début se retrouve avec un jeu de regard avec Tom Cruise qui forcément rappelle le tout premier Mission Impossible où il était déjà présent. Et cette scène-là, par exemple, illustre très très bien les jeux de tension et les jeux de regard qu'il y a dans le film. Mais même avec, justement, quand c'est dans la tension, dans l'action, dans l'humour, on a des jeux de regard. Et donc ça, si vous prêtez un œil attentif, vous allez voir que c'est hyper intéressant. On retrouve Vanessa Kirby, qui joue donc la veuve blanche, qui a beaucoup de charisme, qui est très élégante et très très classe, et qui a une deuxième partie dans le film très très bien faite. Et je trouve en tant qu'acteur c'est très satisfaisant, c'est toujours moi ce que j'appelle l'effet volte-face, c'est ce moment où tu te retrouves à interpréter un personnage mais d'une autre manière, et je pense qu'en tant qu'acteur c'est extrêmement satisfaisant et ludique de faire ça. Donc ça a dû être vraiment un bon gros coup d'éclate. Pour les nouveaux, nous avons Pom Klementieff qui joue Paris. Voilà, que vous connaissez. Bah, que toi aussi tu connais puisqu'elle était dans notre dernière vidéo ensemble. Exactement. Si je ne me plante pas, les Gardiens de la Galaxie volume 3, qui est vraiment bien, enfin... Mantis. On sent qu'elle s'éclate, elle en fait des caisses, il y a des moments, des jeux de regard ou des rires qu'elle lâche à l'écran, enfin c'est génial. C'est jubilatoire. C'est jubilatoire. On a Esai Morales qui joue donc Gabriel. Ouais, très bien. Beaucoup de charisme, beaucoup d'élégance, beaucoup de frissons aussi. Il joue vraiment son personnage, c'est un méchant évidemment, mais... Il le joue juste comme il faut. Exactement. Il le joue comme un méchant de Mission Impossible. Juste caricatural comme il faut, mais juste ambigu comme c'est nécessaire. Très bien joué. En petite nouvelle, nous avons Ellie Atwell qui donc quitte le costume de l'agent Carter pour débarquer donc dans le rôle de Grace, une voleuse qui débarque un peu de nulle part et qui se greffe très très bien à l'univers Mission Impossible. Oui, absolument. Mais vraiment, elle a un côté Ilsa Faust dans Rogue Nation, ce côté personnage que tu n'arrives pas à vraiment cerner. Tu sens qu'elle a des capacités mais qu'elle les utilise mal. Enfin, c'est très très bien fait. Je trouve qu'elle s'en sort très très bien, alors que dans ma tête, Ellie Atwell, ça a toujours été une actrice un peu de seconde main qu'on utilisait pour vaguement 2-3 rôles secondaires. Et là, la voir vraiment un peu en tête d'affiche du film, complètement. Ça fonctionne vraiment bien. C'est vraiment bien. Et puis bah Thomas Croisière, hein, Tom Cruise, Ah ouais, alors que dire alors c'est pareil, il y a toujours un débat sur l'acteur et l'homme. Complètement. Bon, voilà, nous on va rester sur l'acteur évidemment, hein, on va pas... mais il y a aussi un débat sur l'acteur uniquement. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé Tom Cruise. Depuis ses débuts, même dans The Outsiders de Coppola, donc vraiment c'est ses tout premiers rôles, et jusqu'à maintenant effectivement ce Mission Impossible. Moi j'aime bien Tom Cruise parce que je trouve qu'il est toujours dans ce qu'il fait en tant qu'acteur, en tant que producteur, il est toujours très généreux. Voilà, on sent qu'il y a vraiment cet amour du cinéma, cet amour du jeu tout simplement, et je trouve qu'à chaque fois c'est efficace, et c'est vrai qu'il arrive à construire cette image qui lui colle à la peau, mais de gars sympas, de gars avec qui t'as envie d'être pote en fait, quoi. Tout simplement, c'est vrai. Oui, alors après forcément c'est une construction, voilà, on ne connaît pas dans sa vie privée. Et puis c'est méthodique aussi, c'est pour donner une sensation d'identification. Enfin, je pense à un truc tout bête, tu vois, dernièrement, pour lancer la campagne de promotion de Mission Impossible, il a carrément fait une vidéo où il est dans un avion en train de le piloter, et où il remercie les gens d'aller voir le film, de le soutenir, et qu'il a envie de leur offrir quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'ils attendent. Tu te dis c'est un coup de com', mais encore une fois on est dans cette identification de il a l'air quand même sympa Tom Cruise. Mais oui, bien sûr. Et c'est vrai que, bon, alors, c'est un rôle qu'il connaît parfaitement, le rôle d'Ethan Hunt, et il le joue vraiment très bien. Donc il n'y a pas de surprise dans le sens où vous avez vu les autres Missions Impossibles, et bah vous verrez la même chose hein, dans le jeu de Tom Cruise, avec quand même, on a dit, cette petite pointe d'humour maintenant qui est ajoutée, et qui justement vient c'est un peu la cerise sur le gâteau. Voilà, je pense que là, Tom Cruise réussit encore une fois une très belle performance, les cascades magnifiquement interprétées. C'est vraiment maintenant sa marque de fabrique. C'est quand même fou de se dire qu'il a 61 ans et qu'il continue de faire des cascades comme si il avait 30 ans. De toute façon, oui, c'est tout à fait. C'est l'homme qui veut pas vieillir. Tom Cruise, il a toujours 20 ans dans sa tête, mais en tout cas, ouais, c'est ça. C'est que ça ne vieillit pas pour l'instant, en tout cas à l'écran. Et c'est vraiment très agréable à regarder, à suivre. Et c'est vrai que ouais, Tom Cruise, moi toujours pareil, me laisse dans un sentiment toujours très positif. Quand je sors de la salle, je me dis, oh, Tom Cruise, génial. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi j'aime beaucoup en fait l'énergie en fait qu'il arrive à dégager, au-delà de son interprétation, par la sensation que on sent que c'est un projet qu'il porte. Et ça peut sembler anecdotique, mais on voit tellement d'acteurs aujourd'hui qui parfois on n'a pas forcément la sensation qu'ils sont plus investis que ça dans leur film. De voir un acteur qui choisit parfois de ne pas apparaître à l'écran pendant 2-3 ans, de porter un film uniquement sur ses épaules en tant que producteur, mais également en tant qu'acteur principal, et de se dire je sais que pendant peut-être 2-3 ans les gens vont pas me voir du tout,
Mais quand je vais revenir, je vais leur proposer un truc dont je serai fier parce que j'en serai à la base. Et finalement, on peut avoir les débats autour de la scientologie, autour de ses idéaux politiques, de certains aspects. Mais en tant que cinéphile et en tant qu'acteur, on a envie d'apprécier en fait ce qu'il nous propose, parce qu'il nous propose quelque chose de différent. Exactement. Quelque chose qui sonne comme une vraie proposition de cinéma, qui est ce qu'il a envie d'attendre d'un film lorsqu'il va dans une salle. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que là où il y a eu beaucoup de gens qui ont eu peur, entre guillemets, au box-office, notamment certains producteurs exécutifs du film, lorsqu'il a été annoncé que Mission Impossible sortirait le 12 juillet, et que 7 jours plus tard, il allait y avoir Oppenheimer et Barbie en face, le premier réflexe qu'a eu Tom Cruise n'a pas été de paniquer comme Robert Downey Jr. qui s'est mis à râler, au contraire, se prendre en photo devant les affiches de Oppenheimer et devant Barbie. Ça peut sembler très anecdotique, mais pour moi c'est symptomatique de la mentalité avec laquelle il voit le cinéma. Il ne voit pas le cinéma uniquement comme un lieu dans lequel il faut rentabiliser le tout, il y voit aussi une certaine idée de divertissement. Et après, il y a peut-être aussi le confort qu'il a de se dire « Je sais que Mission Impossible, ça ne va pas vieillir et ça ne va pas arrêter de plaire aux gens parce que les précédents, on n'a pas arrêté de dire à chaque fois « ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher » et au final, à chaque fois, ça marche toujours. C'est des succès. Donc, il y a peut-être aussi le confort de se dire « Je sais que je prends pas trop de risques en faisant revenir une saga. » Mais ça démontre une nouvelle fois juste que Tom Cruise est aussi un bon entertainer et qu'il sait à quel moment il peut se permettre d'être généreux et d'être en mode « cool les potes, tout va bien, c'est pas parce que vous sortez vos films derniers mois qu'on peut pas être copains ». Et les moments où il faut aussi juste dire allez voir mon film parce que c'est important aussi. Ouais, bien sûr. On arrive à la fin de cette vidéo sur Mission Impossible. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de Dead Reckoning Part 1 ? Vivement la partie 2. Ouais, vivement la partie 2. Et puis comme on l'a dit effectivement tout au long de cette vidéo, un très bon rythme. Donc 2h40 qui passe vraiment d'une traite, on ne le voit pas passer. Un casting où il y a vraiment beaucoup de complicité, donc de l'humour qui est ajouté à la tension, à l'action, donc tout ça fait en fait un excellent cocktail. Alors on sait pourquoi on y va, bien sûr, hein. Si vous voulez voir, je sais pas, une comédie romantique, c'est pas le bon film. Si vous voulez voir du drame, c'est pas le bon film non plus. Mais si vous voulez aller voir un très bon divertissement, il y a un peu de drame. Il y a, tu vois ce qu'on disait, il y a une petite larmichette un petit peu à un moment donné. Mais non, mais voilà. En tout cas, si vous voulez aller voir du divertissement avec un très bon film d'action, et bah, il n'y a pas à chercher plus loin. Il faut aller voir Mission Impossible, tout simplement. Et honnêtement, vous n'en ressortirez pas déçu. À mon avis, loin de là, vous serez même satisfait et heureux d'avoir vu vraiment un très bon film. En tout cas, si on parle vraiment dans le genre film d'action, au sens large, hein, si on grossit le trait, du coup c'est un excellent film. Dans les films d'action, c'est un excellent film. Ah bah je suis tout à fait d'accord avec toi. Même de manière générale, je trouve que c'est un excellent film. Et de manière générale, on peut aussi, il aurait une super note. Parce que vraiment, pour moi, on est sur vraiment le haut du panier du divertissement. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est du même acabit de Fallout, avec justement, comme tu disais, un meilleur équilibre entre tension et comédie. Ah, mais ce qu'on attend un petit peu toujours quand même des Missions Impossibles depuis le début, parce qu'il y a toujours eu cette ambiguïté, même si De Palma était très sérieux, que John Woo était beaucoup plus décalé. J.J. Abrams avait commencé à placer un petit peu cette idée de jouer entre moments de tension complète et aussi moments de comédie, ou en tout cas un peu plus léger. Et Brad Bird avait vraiment trouvé l'équilibre parfait là-dessus, que depuis Macquarie essayait un petit peu plus de ramener vers un côté dark. Et là, on est vraiment sur cet équilibre entre divertissement pur et dur, tension complète, action totale, et petits instants aussi où on va se dire, on peut se permettre un peu plus de légèreté, on peut se permettre de faire rire le spectateur et de l'amuser. Et c'est ça en fait qui fait que ce Mission Impossible est clairement dans les meilleurs de la saga. Ah oui. Moi j'avais beaucoup aimé Fallout. J'avais vraiment trouvé, pour moi c'était peut-être l'un des meilleurs de la série. Et là je trouve que celui-ci vraiment détrône Fallout tellement il est bien. Tellement il est mieux. Ouais. Donc voilà, donc c'est dire à quel point ce film est vraiment intéressant. Vous l'aurez compris, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, allez-y. Christopher McQuarrie a fait du très bon boulot et on a hâte de voir la partie 2. Très bon moment de cinéma. Oh oui. Merci mon cher Pierre-Emmanuel. Merci à toi Valentin. D'avoir participé à cette vidéo. Plaisir. Je sais qu'on se retrouve dans un petit mois. Je ne sais pas si on se retrouvera avant, mais je sais qu'on se retrouve dans un petit mois. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. À bientôt. Et là, nous retirons nos masques et en fait, nous avions inversé nos places. On aurait dû faire ça. Alors, il n'y a pas encore assez de budget sur cette chaîne. Mais on va prévoir. On va prévoir ça.